Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors aujourd'hui, votre petite étude, hein, bien sûr, comme chaque week-end. Donc c'est une composition de Peronace. Donc on n'a pas eu encore la chance de montrer une composition de lui. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Donc le trait est au blanc et il faut sauver la partie qui a l'air bien mal engagée, pardon. Donc, on vous invite, comme d'habitude, à mettre sur pause la vidéo, à chercher par vous-même, et ensuite, Laurent va nous montrer comment les Blancs vont réussir à faire un match nul dans cette position. Ouais, exactement. Position très mal engagée pour les Blancs, tout simplement parce que malgré leurs 2 fous d'avance, ils ont à gérer les 2 pions là absolument terribles qui sont très proches de la promotion et qui donc vont nous préoccuper dans cette solution et dans cette position. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour stopper ces 2 pions terribles? On a nos 3 pièces légères. Le roi, visiblement, ne sera pas d'une grande aide parce qu'il est beaucoup trop loin de l'action. Donc il va falloir se débrouiller pour bien coordonner nos pièces et faire en sorte que notre lutte contre ces pions passés soit victorieuse. Alors pour y parvenir, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Il va falloir prendre ces pions, soit avant qu'ils ne se transforment en dames, soit au moment où ils vont se transformer en dames. En tout cas, on souhaite éliminer les pions, peu importe le prix que ça nous coûte, puisque de toute façon, s'ils se transforment en dames, on aura perdu la partie. Méfions-nous cependant d'un élément dans la position noire, c'est ce cavalier sur E7. On sait que les cavaliers sont des sales bestioles qui sautent partout, qui adorent nous faire des fourchettes. On voit notamment la perspective d'un échec possible, soit sur F5, soit sur G6. En tout cas, ce cavalier n'est probablement pas là par hasard, et il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, on en est assez certain. Alors, le premier coup n'est pas sorcier, on va dire, dans la mesure où la menace immédiate qu'il faut parer, c'est la promotion du pion A2 en A1, et donc on doit contrôler cette case, on n'a pas le choix, il faut jouer fou C3, après quoi, les noirs, eux non plus, n'ont pas vraiment le choix, parce que notre menace, c'est de prendre le pion sur B3, puis de mettre notre fou par exemple sur A1, en tout cas d'attendre le long de cette diagonale, et pour pouvoir le sacrifier un petit peu plus tard. Donc les noirs ne souhaitent pas que cette petite histoire ait lieu, donc ils jouent B2, coup on ne peut plus naturel, qui leur permet d'avoir 2 promotions à leur disposition, soit sur B1, soit sur A1. À nouveau, on n'a pas énormément de choix possibles, on va jouer cavalier C2 échec, qui nous permet d'approcher le cavalier, et après roi B3, notre fou est attaqué, les menaces demeurent intactes sur B1 et sur A1, donc il faut éliminer un premier pion sous la forme de ce coup fou prend B2 et roi prend B2. On peut dire que c'était l'introduction de cette étude, les coups étaient plus ou moins forcés, plus ou moins faciles à calculer, et on a rempli 50% de notre mission puisqu'il ne reste plus qu'un seul pion à surveiller. Et pour les plus optimistes d'entre vous, on pourrait avoir ce réflexe de se dire, désormais, je défends la case de promotion, ce cavalier semble solidement défendu par un fou, et la vie est belle, tout est sous contrôle. Malheureusement, les pièces blanches qui essaient de bien se coordonner, qui travaillent ensemble, sont mal placées. En tout cas, le fou est mal placé, il est sur la diagonale la plus petite possible pour défendre ce cavalier, et les noirs ont à leur disposition le coup roi C1 pour venir attaquer justement ce duo de pièces et nous mettre de gros bâtons dans les roues. Donc finalement, Romu, l'étude commence ici. Tout ce qui était avant, c'était du menu fretin, on va dire. Oui, ça semblait acquis, et en fait, on s'aperçoit que la tâche des Blancs est un peu plus ardue. Alors, pour illustrer ce que tu viens de dire, peut-être on peut regarder la variante si, par exemple, les Blancs cherchent à rapprocher leur roi en jouant roi G3, qui est Mhm. un coup qui peut venir à l'esprit. Les Noirs vont attaquer le fou par roi C1, et on voit donc que le coup roi C1 gagne une pièce, puisque si le fou part, bien évidemment, on pourra capturer le cavalier C2. Euh, voilà. Et là, on aura bien du mal à arrêter le pion, puisque la case de promotion étant de couleur noire, et on a un fou de case blanche, ça va être compliqué d'arrêter le pion. Donc, Exact.
ici, on peut penser à roi F2, de façon à, encore une fois, rapprocher le roi. Roi prend D1 et cavalier A1. Mais malheureusement pour les blancs, cette position est perdue, puisqu'après roi C1, roi E2, roi B2, donc menace le cavalier. Ce cavalier est perdu. Et après roi D2, on pourrait rêver d'un scénario où les noirs n'arrivent pas à gagner, mais en fait, ça ne marche pas. Après roi prend A1. Alors, roi prend 1, c'est justement ce qu'on ne veut pas faire avec les noirs. Voilà, Ce c'est qu'on ne ça, peut pas faire, ouais. c'est ce que je vais expliquer. Après roi prend A1, il y aurait roi C1 qui bloque le roi et cette position est nulle. Alors ça paraît assez incroyable quand même. J'ai un Ouais. pion de plus à une case de la promotion, un cavalier de plus, on sait que ces cavaliers sont souvent très forts. Explique-nous un petit peu pourquoi cette partie est nulle. Alors ça, c'est une position qu'il faut connaître. Enfin, en tout cas, c'est un scénario qu'il faut connaître. Lorsque le roi est coincé comme ça dans le coin avec le pion sur A2 et un cavalier supplémentaire, pour défendre cette position, il faut placer le roi sur la case de la couleur sur laquelle se trouve le cavalier. Donc là, le cavalier se trouve sur une case noire. On vient de voir que le coup blanc était roi C1 et non pas roi C2. Alors pourquoi? Ça s'explique assez facilement. Si roi C2, le plan des noirs va consister à amener le cavalier sur B3 lorsque le roi est en C2. Si le cavalier arrive sur B3 dans cette situation, la case C1 sera interdite au roi blanc. Et donc, bien sûr, le cavalier n'est pas comestible, puisque si le cavalier est pris, les noirs joueront roi B1 suivi de A1 dame. Et donc, les blancs ne pourront plus attendre tout en enfermant le roi noir et donc le roi noir pourra sortir et ainsi libérer le pion A2. Alors, on peut l'illustrer en passant par exemple par C6, Ouais, roi le plus C1, simple. on comprend bien que c'est pour bloquer le roi noir dans le coin, mais après Ouais. cavalier B3, le cavalier arrive sans donner échec, et on met les blancs dans une position de zugzwang, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est obligé de quitter l'une de ces cases préférentielles, C2 et C1, et quel que soit notre coup de roi, par exemple la prise du cavalier ou n'importe quoi d'autre, on a roi B1 et on s'enfuit. Alors on n'est pas obligé de venir sur B3, on pourrait, de toute façon, il suffit de contrôler l'une des deux cases, que ce soit C1 ou C2, donc là ça paraît un petit peu plus rapide de venir contrôler la case C2, peu importe qu'on le fasse par B4 ou par E3, ça ne change rien. En tout cas, si le roi n'est pas en mesure d'aller soit sur C1, soit sur C2, alors la position est gagnée pour les noirs. Donc ça signifie que lorsqu'on a notre position, elle est ici, lorsqu'on a notre position avec le choix d'aller soit sur la case blanche, soit sur la case noire, il faut penser à cette stratégie des noirs pour casser notre plan de défense. Et donc, il faut se dire que le cavalier doit venir s'approcher de notre roi en lui faisant échec. Si lorsque je suis en C1, le cavalier me fait échec, j'aurai accès à la case C2. Si lorsque, inversement, je suis en C2, le cavalier vient me faire échec en C2, j'aurai accès à la case C1. Donc, on va se mettre sur la même couleur que la couleur occupée par le cavalier, comme tu nous as dit. Et après roi C1, les noirs ne sont pas en mesure de perdre un temps avec un cavalier. Ouais, c'est ça. En fait, en se mettant sur une case de la même couleur que le cavalier adverse, là, on voit que pour gagner, les noirs doivent contrôler la case C2. Or, pour contrôler la case C2 qui est blanche, le cavalier doit se trouver sur une case noire, puisque Prochain coup, ouais. on le sait, puisque un cavalier, lorsqu'il se déplace, il se déplace alternativement d'une case blanche, une case noire, une case blanche, une case noire. Donc là, il se trouve actuellement sur une case noire, et il faudrait qu'il arrive à contrôler une case blanche en se déplaçant, ce qui est impossible, puisque s'il se déplace, il va forcément atterrir sur une case blanche. Et d'une case blanche, il ne peut pas contrôler une autre case blanche. Donc Évidemment, l'histoire va se répéter à chaque coup. Désormais, il faudrait atterrir sur une case blanche pour contrôler la case C1, mais malheureusement, on n'est pas dans le bon timing. On arrive en faisant échec. Ici, le meilleur coup des noirs serait de passer leur tour, et ils seraient gagnants, mais malheureusement, à moins d'être un tricheur particulièrement habile, on n'arrivera pas à faire ça. Donc, ça c'est le premier écueil de cette étude, c'est une position qu'il est très utile de connaître en pratique. Alors non pas que cette situation arrive tous les jours, mais voilà, c'est une position, une forteresse, on va appeler ça comme ça,
une forteresse très utile à connaître. Alors, ça signifie que les noirs doivent faire très attention de ne pas tomber dans cette situation-là et doivent prendre des mesures pour gagner cette position, des mesures de prophylaxie en quelque sorte, de se prémunir de cette forteresse. Oui, c'est ça. Et en fait, bon, il suffit de ramener le cavalier et on songe assez facilement à la case B3 notamment, parce que si le cavalier arrive sur B3, il attaquera le cavalier en A1 et donc il va proposer un échange. Et ensuite, ça va être assez simple de gagner la partie. Alors, on peut l'illustrer. Donc, cavalier C6 sur un coup comme cavalier C2. Là, on a déjà cavalier D4 qui gagne. Donc on dévie le cavalier, bien sûr, sur cavalier prend cavalier à un dame. Et si le cavalier retourne sur A1, on fera cavalier B3 échec. On fera cavalier B3. Ouais. Exactement. Et évidemment, on ne prendrait surtout pas le cavalier parce qu'on retomberait dans notre situation dramatique avec le roi sur la bonne couleur. Donc cavalier B3 fait échec. Si cavalier prend cavalier, roi prend, on n'a plus qu'à faire une promotion. Et si le roi bouge, évidemment, on ne va pas prendre encore une fois avec le roi à cause de roi C2, qui ferait la même nulle, mais on prend du cavalier, et bien entendu, il n'y a plus qu'à retirer le cavalier pour pouvoir faire la fameuse promotion souhaitée. Donc, tout ça, ça illustre le fait que, arrivé dans la situation après fou prend B2, roi prend B2, si les noirs parviennent à prendre notre fou, notamment, on va arriver dans une situation dans laquelle le roi blanc sera trop loin pour venir défendre, et en se montrant suffisamment attentif, les noirs vont pouvoir gagner la partie. Donc, il faut trouver un moyen de casser ce plan de l'adversaire, et ici, il y a un coup absolument génial, on va dire, de la part des blancs, qui est cavalier A1. Alors, c'est absolument génial quand on l'a compris, mais au premier abord, au premier coup d'œil, c'est surtout absolument débile, parce qu'on est en train d'offrir l'une des pièces que l'adversaire souhaitait nous prendre. Alors, quel est le plan, Romu ? Alors, la menace, c'est fou B3 en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, on avait fait 50% du chemin en éliminant un des deux pions dangereux. Bien sûr, maintenant, les 50 autres pourcents consistent à éliminer le pion A2. Et comme il est sur une case blanche, le fou D1 semble un candidat tout désigné pour éliminer ce pion. Et donc, si le fou arrive à gagner la diagonale A2 G8, alors il pourra se sacrifier contre le pion A2 et ainsi assurer le partage du point. Donc là, en jouant le cavalier A1, on menace fou B3 qui permettrait de sacrifier le fou contre le pion au prochain coup. Ouais, et par la même occasion, on bloque ce pion. C'est-à-dire que finalement, puisque c'est notre cible, ce pion A2, ou la faiblesse que l'on souhaite attaquer, il faut d'abord la bloquer pour ne pas justement qu'elle se soustrait à cette attaque. Donc on comprend bien qu'après roi prend A1, ce serait cette fois-ci le roi noir qui bloquerait son propre pion, et après fou B3, mission accomplie, notre prochain coup, après avoir bougé le roi en cas d'échec, notre prochain coup ce sera fou prend A2. Donc ici, cavalier A1, c'est particulièrement ingénieux, et ça permet à la fois de bloquer le pion et de menacer de le prendre. Alors, malheureusement, ou heureusement pour la beauté de cette étude, les noirs ne baissent pas les armes et continuent de se battre. Ils ont compris quelle était notre idée. On a besoin de jouer fou B3, donc eux veulent l'empêcher. Le cavalier en un seul coup ne peut pas contrôler la case B3, mais il peut le faire en rebondissant grâce à un échec, cavalier F5 échec, et sur beaucoup de coups de l'adversaire, on a prévu de jouer cavalier D4 et de venir contrôler cette fameuse case B3. Ici, il va falloir faire preuve de beaucoup de précision avec les blancs. On est en échec, on va bouger le roi, ça c'est la seule certitude qu'on a, mais on a à notre disposition 4 cases. Vous vous doutez bien que le compositeur s'est amusé à faire en sorte que le roi n'ait qu'une seule bonne case à sa disposition. Alors il y a une case que l'on va pouvoir éliminer assez facilement, c'est la case G4, à cause de cette terrible fourchette qui nous fait perdre le fou et ensuite le cavalier et la partie est perdue. Il nous reste donc, une fois qu'on a éliminé la case G4, les cases G5, H5 et H3. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, Romu, mais machinalement, le premier coup que j'aurais calculé, c'est plutôt roi G5, parce que ça me permet d'attaquer le cavalier, et comme je me mets sur une case noire, il ne pourra plus me faire échec. Je sais que c'est une sale bestiole qui aime me faire ça, donc
j'essaie par réflexe d'aller sur une case où il ne pourra pas m'embêter tout de suite. Alors comment est-ce que Oui. roi G5 va être puni? Alors, roi G5 va être puni par le coup, donc cavalier D4. Donc là, c'est pas Mhm. vraiment une surprise puisque on a dit que c'était certainement la destination de ce cavalier. Et donc là, les blancs peuvent essayer de faire de gagner la diagonale A2G8 avec leur fou pour justement essayer de se sacrifier contre le pion A2, comme on l'a dit. Donc le coup qui vient à l'esprit, c'est fou H5 Ouais, c'est même le avec seul moyen qu'on trouve pour arriver sur cette fameuse diagonale, hein. bien sûr, et avec l'espoir donc d'aller sur F7. Mais malheureusement pour les blancs, les noirs ont le coup cavalier E6 échec. Donc on voit bien là, pourquoi la case G5 n'était pas la bonne case pour le roi, c'est que cavalier E6 fait échec au roi. Donc après, roi bouge. Maintenant, le roi peut manger le cavalier et le fou n'a absolument pas de moyen de se sacrifier puisque le cavalier E6 gêne. Et donc, les noirs vont avoir le temps d'enlever leur roi pour faire dame au prochain coup. Exactement. Donc, position très malheureuse de ce roi. Mon réflexe a été mauvais. Dont acte, on va essayer de regarder autre chose. On a éliminé G4, on a éliminé G5. Totalement au hasard, on va regarder d'abord le coup roi H5. Après roi H5, il y a des échecs à disposition des noirs, mais on voit bien que le cavalier se perdrait un petit peu en route s'il venait en G3 ou en G7. Et il faut se demander ce qui se passe à nouveau sur ce coup cavalier D4. Et là, on comprend bien le drame, tu nous l'as expliqué précédemment. Le fou doit obligatoirement rejoindre la diagonale G8A2 pour pouvoir se sacrifier. Et malheureusement pour lui, il n'a plus accès à la case B3, puisque le cavalier défend cette case. On ne peut pas aller sur la case C4, parce que pour y venir, il faudrait passer par E2, qui est elle-même contrôlée. Idem pour la case F3, qui nous permettrait d'aller sur D5. Et on peut aussi critiquer la case G4 dans la mesure où la case E6 n'est pas disponible. Donc finalement, si on souhaite rejoindre cette diagonale G8 A2, il faudrait absolument avoir la liberté d'aller sur la case H5 afin de rebondir sur cette case et gagner la case F7. Et ici on comprend pourquoi roi H5 cette fois-ci était mauvais. On a enlevé la case de notre fou. Donc c'est tout à fait contre-intuitif, mais le bon coup dans cette position, enfin contre-intuitif je sais pas, mais c'est peut-être pas le plus naturel en tout cas, le bon coup dans cette position c'est roi H3. C'est la seule case sur laquelle notre roi ne va pas être mal placé. C'est pas évident, hein. Non, clairement pas, mais bon, encore une fois, il faut explorer tous les coups possibles et par élimination arriver au bon. Mhm. Mais non, c'est clair qu'en tout cas, on ne peut pas se laisser guider par l'intuition ou enfin, on n'a pas vraiment de repère, il faut juste calculer chacune des possibilités et voir laquelle va fonctionner. Mhm. Alors Donc, continuons la variante. Du coup, cavalier D4, on a compris, permet au noir d'empêcher fou B3. Et désormais, la case est accessible. On passe par H5 et on menace tout bêtement le coup fou F1. Donc encore une fois, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais on va le remontrer. Si roi prend 1, le pion est bloqué par son propre roi. On joue fou F7 et quoi qu'il arrive, notre prochain coup sera d'éliminer le fuyard, le pion A2. Les noirs n'ont pas dit leur dernier mot ici, ils peuvent tenter à nouveau de nous bloquer au niveau de cette diagonale G8 A2 avec le coup cavalier E6. Alors bien qu'on ait dit que roi H3 que la case H3 pardon, était une bonne case pour notre roi, l'adversaire évidemment avec son cavalier qui saute partout va essayer de nous prouver le contraire. ouais, il nous menace cavalier F4, mais aussi il obstrue la diagonale A2 G8. Mhm. Donc là, fou F7 ne serait pas un bon coup, puisqu'après fou F7, on ferait cavalier G5, fourchette désagréable, Pour le moment. qui permet au noir de gagner la partie. Donc là, il s'agit de trouver un nouveau chemin pour gagner cette fameuse diagonale à 2G8. Mhm. Et en fait, la seule case qui permette à ce fou de retrouver cette diagonale, c'est de nouveau la case D1. Donc hop, machine arrière, fou D1 menace de nouveau fou B3. Et là, les noirs doivent absolument parer cette menace, donc en jouant leur cavalier, cavalier D4. Et là, cette position doit vous rappeler quelque chose, puisque c'est la position qu'on a vue deux coups avant. Et donc maintenant, on revient en H5. Et Et après cavalier E6, c'est une répétition de coups qui va s'opérer avec fou D1, fou H5 et
au bout d'un moment, la nulle sera signée. Alors on peut se poser la question quand même de pourquoi revenir absolument sur D1 et ne pas tenter une autre diagonale, ne pas tenter une autre case. Alors on pourrait en premier lieu penser au coup fou E2, en visant la case C4, mais cette fois-ci, il y aurait une fourchette sur la case F4. On pourrait également penser au coup fou F3, pour viser cette fois-ci la case D5, mais il y aurait cavalier G5, fourchette, on se fait éliminer le fou, puis on va perdre la partie. Et enfin, dernière possibilité, on pourrait tout bêtement penser à passer par la case G4 en se disant l'un des moyens d'arriver sur la diagonale que je vise, c'est tout simplement de prendre le cavalier, mais malheureusement il va se soustraire à l'attaque en nous faisant échec. Par la même occasion, évidemment, puisqu'il a quitté la case E6, eh bien, il la contrôle désormais, il interdit à notre fou d'arriver sur cette case-là, et les noirs n'ont plus qu'à ramasser le cavalier à 1, c'est enfin permis puisqu'il n'y a pas de fou E6, et après roi prend F4, si les blancs pouvaient jouer 2 coups d'affilée, ils joueraient fou E6 et ils obtiendraient la nulle, malheureusement, interdiction de tricher, et après roi B2, on ne pourra pas empêcher la promotion. Donc il n'y a vraiment qu'une seule façon d'annuler, c'est ce fameux mouvement pendulaire entre les cases D1 et H5, vous avez bien compris. Quand le cavalier vient sur D4 et nous interdit la case B3, on ne peut passer que par la case F7 et donc on a fou H5. Et inversement, quand on nous interdit la case F7, on doit passer par B3 et donc revenir sur D1. Donc une étude très très riche, en tout cas plus riche que ce qu'on avait pensé la première fois qu'on est tombé dessus. Ouais, complètement. Elle a un intérêt pratique aussi avec cette histoire donc de placer le roi sur sur la case de la même couleur que celle sur laquelle se trouve le cavalier adverse. Donc ça, c'est quelque chose, ouais, voilà. Ici, par exemple, ouais. Dans ce genre de situation. Donc ça, c'est quelque chose qui en pratique peut être relativement utile quand on n'a pas beaucoup de temps, notamment, et qu'on est un peu pressé à la pendule et qu'on n'arrive pas forcément à calculer, ou même qu'on est fatigué parce que c'est une fin de partie. Et on a déjà dépensé pas mal de temps. Donc, c'est quelque chose à savoir. Donc, on s'est dit que c'était sympa de vous présenter ça sous la forme d'une étude. Et ensuite, ce mouvement pendulaire avec fou D1, fou H5, assez rigolo. Et justement, slalomer entre toutes les fourchettes sournoises du cavalier noir. Donc, ouais, une étude assez sympa. On a présenté des plus difficiles, mais elle a quand même un intérêt pratique. Elle est quand même pas totalement Ouais, pas triviale, si simple, ouais. loin de là. Donc, bah, on espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et en tout cas, merci Laurent pour nous avoir expliqué tout cela en détail. Avec plaisir. Et bah, bien évidemment, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à commenter nos publications, à nous faire vos suggestions éventuelles. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, parce que pour nous, c'est bien sûr toujours important de voir que l'on est de plus en plus suivi, et ça nous fait relativement plaisir et on vous en remercie. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. Au revoir, à bientôt.